Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter notre page sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de nous aider financièrement en choisissant une de nos 3 formules très abordables allant de 1,50$ à 4,50$ par mois. Elles peuvent vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire, de recevoir chaque épisode sans pub ou en avance. Mais surtout, elles nous permettent de continuer de faire vivre ce podcast en nous offrant un petit coup de pouce pécuniaire. Le lien est en descriptif de cet épisode. Merci beaucoup de valoriser notre travail et maintenant, place à l'épisode. Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Moi c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier, et cet été, on va partager ensemble plusieurs anecdotes de longs voyages en famille, que ce soit en avion, en train ou en voiture, Covid ou non, bébé comme jeune enfant, solo ou non. Le critère de choix des témoignages était simple. Un trajet de plus de 8 heures avec des enfants. Cette semaine, on clôture déjà notre mini-série avec des trajets que nous n'avons pas encore mis en lumière, ceux qui peuvent être autres que l'avion. D'ailleurs, à titre personnel, je vous ai partagé mon déménagement de Los Angeles à Seattle en voiture avec chat et enfant, que je vous invite à aller découvrir dans le hors-série numéro 6 de ce podcast. Du coup, je vous propose de démarrer par l'équipe d'Expat Families en écoutant une jolie tribulation qui est arrivée à notre Amélie, la community manager de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour Cindy, alors je me présente, même si tu me connais déjà, je suis Amélie, j'habite en Virginie aux États-Unis, donc c'est sur la côte Est, et je vais aujourd'hui parler du premier voyage que j'ai fait avec mon aînée Louise lorsqu'elle avait 4 mois et demi. Donc il s'agit d'un voyage pour la présenter à la famille lors des fêtes de fin d'année. Il s'est avéré que ce voyage au départ on devait le faire en famille et puis en fait mon mari n'a pas pu nous accompagner donc nous sommes partis Louise et moi seuls désespérés parce que papa ne pouvait pas venir avec nous et passerait pas le premier Noël de Louise avec elle mais on avait très à cœur de le faire quand même ce voyage. Porte à porte j'ai pas fait plus de peut-être 10 heures quand même de transport, mais c'était un voyage de 3 semaines et j'ai fait clairement le tour de la France avec Louise toute seule. Donc je vais raconter rapidement en quelques mots comment ça s'est passé et puis peut-être donner quelques tips pour les futurs parents qui seraient amenés à faire ce genre de voyage avec des petits enfants. Déjà la première partie du voyage, c'était bien sûr Washington-Paris. Donc là, un vol direct. Gros coup de chance, Louise était petite, donc on a pu avoir le petit bassinet que les grandes compagnies aériennes proposent comme Air France. Et on a eu la malchance de partir à la période des gilets jaunes en France, donc juste avant le Covid. Et donc plus ou presque plus de train. Le train qu'on devait prendre pour regagner la maison de ma maman à partir de l'aéroport avait été annulé et donc au dernier moment j'avais réservé un covoiturage, donc Blablacar. Je sais pas si ça existe encore depuis Covid du coup en France. À savoir que réserver un Blablacar avec un enfant, on se sent un petit peu mal. J'étais quasiment sûre de pas trouver ou de me faire refouler à chaque fois. Mais finalement, il y a un monsieur qui a accepté. Il m'a dit, par contre, je vous préviens, j'ai une toute petite voiture, donc j'espère que vos bagages plus la poussette plus le siège auto, ça rentrera. Et puis le gars super sympa nous attendait à l'aéroport. Il travaillait en fait de nuit à Charles de Gaulle et il a fini sa nuit de travail et il nous attendait. Donc franchement trop cool quoi. Il était à la sortie et on a roulé direct jusqu'au Mans, donc trop bien. Donc là je dirais première partie du voyage porte à porte, à peu près 10 heures quoi entre l'avion et les attentes et puis le Blablacar du coup. Ce voyage s'est continué ensuite donc du Mans dans la Sarthe jusque dans le Morbihan à Quiberon en voiture. Donc là pour le coup c'était relativement cool parce que c'est mon papa qui conduisait. Donc 4 heures de voiture assez cool. Louise a plutôt bien dormi. Après faut savoir que voyager toute seule avec un bébé ça veut dire gérer toute seule les réveils la nuit, gérer toute seule les couchers, les endormissements. On avait un bébé qui dormait pas très bien. Et du coup, effectivement, c'est assez épuisant. En plus, le décalage horaire, clairement, j'étais sur une autre planète à ce moment-là, hein, complètement décalquée, quoi.
Mais bon, après on avait une petite semaine de vacances à Quiberon avec mon papa et ma famille, et donc là j'ai pu me reposer un petit peu plus, malgré des stress parce que Louise prenait pas bien ses biberons, tout ça. Enfin, les galères normales de la vie de parents, sauf que là j'étais seule, j'étais pas chez moi, avec la famille un peu judgy. Bon, voilà quoi, on connaît. Mais bon, malgré ça c'était chouette. Ensuite on a continué notre tour de France. On est allé, on est retourné au Mans en fait. Sauf que là, c'est moi qui conduisais avec Louise derrière. Clairement, c'est pas tout confort parce que une tétine qui tombe, je peux pas m'arrêter au milieu de l'autoroute pour la remettre, ou subitement elle se met à hurler. Et si je suis au milieu de l'autoroute, franchement, qu'est-ce que je fais? Ou alors on s'est tapé aussi presque 1h30 de bouchon à Rennes parce que c'était en plein dans Noël. Donc, grosse galère de nouveau. Ce trajet-là, je m'en souviens. Je suis arrivée chez ma mère, j'étais en pleurs. Louise était en pleurs. Enfin, bref. Pas très drôle toute seule de faire 4 heures de route avec un bébé de 4 mois et demi. Mais bon, pareil, on l'a fait. En fait, le mot d'ordre, c'est, on l'a fait et on a survécu. Et je pense que c'est ce qu'il faut se dire quand on est toute seule avec les enfants, c'est ça va le faire, on va survivre. Ça va être épique, ça va être fatigant. Mais il faut essayer de focus sur les bons moments qu'on va passer grâce à ce voyage, quoi. Pas toujours facile, je reconnais. Du coup, ensuite, on a repris la voiture jusqu'à Nantes pour prendre un avion pour aller en Suisse, à Genève, parce qu'on avait une semaine de prévu à la montagne avec la famille de mon mari. Donc, revoyage en avion, cette fois-ci un voyage de seulement 1 heure ou 1h15. En plus, il était super tard, je crois que le vol, il était à 20h, un truc comme ça. Donc, Louise complètement épuisée, tout ça. Elle a beaucoup pleuré dans l'avion et elle s'est endormie genre un quart d'heure avant d'atterrir. Donc, maman rouge de honte et de fatigue et de colère, de mince, je suis en train de pourrir le voyage de tout le monde dans l'avion. Mais bon, encore une fois, ça s'est fait. Et bien sûr, quand on parle de voyager toute seule avec les enfants, on pense aussi qu'il faut que je me porte le gros sac à dos. Bien sûr, j'avais pas pris de valise, j'avais pris un gros sac de rando parce que impossible valise. J'avais une poussette, une espèce de poussette caddie sur lequel je peux mettre la coque. Du coup, fallait prendre la poussette, la coque. Souvent, je posais le sac à dos dans la coque et Louise était en porte-bébé, en fait. J'avais, je crois, un tote bag en plus de mon gros sac à dos de rando. Donc, voyager léger, plus ou moins, c'est pas toujours facile avec des bébés, de toute façon. Bien sûr, ce que j'avais anticipé, c'était de faire livrer le lait aux 4 points où j'allais faire mes haltes. Et faire livrer des couches aussi, quoi. Je me baladais pas avec tout. Et puis, s'il y avait du rab, le rab restait, mais tant pis, quoi. Je pouvais pas me balader en plus avec du lait en poudre et des couches. Clairement, grosse déception pour moi à ce moment-là, c'est que j'avais allaité Louise pendant 4 mois et on avait arrêté brutalement l'allaitement 15 jours avant le départ. Pour des raisons X ou Y. Mais clairement, si vous allaitez vos enfants, c'est un gros plus en voyage. Il n'y a pas photo, pas de biberon à porter, pas de lait en poudre. La nourriture disponible à portée de main en un claquement de doigts, c'est indispensable, quoi. Je dirais l'allaitement pour les parents voyageurs, c'est le must. Voilà, donc ensuite, à partir de Genève, on avait quand même encore 2 heures de route pour aller dans la montagne, là où on avait réservé un chalet. Donc, pareil, Louise, elle en pouvait plus. Elle a dormi une petite partie du voyage quand même, je crois. Et puis après, arriver à la montagne pour un Noël dans un chalet en famille avec plein de bébés. Il y avait 4 bébés de moins de 1 an dans la famille de mon mari à cette époque-là. Et du coup, une semaine épuisante, forcément, avec 4 bébés qui se réveillent jamais tous à la même heure, personne qui fait ses nuits, enfin bref. C'était un peu hardcore aussi, cette semaine-là. Mais bon, chouette de passer du temps avec la famille et puis de présenter bébé, c'est toujours ça l'objectif aussi de ce genre de voyage. Et puis ensuite, on a repris la voiture en fin de semaine pour monter dans le nord de Lyon, un peu au-dessus du Beaujolais, chez le papa de mon mari, je ne sais même plus comment s'appelle la ville. Donc pareil, 3-4 heures de voiture, un peu crevant, mais ça s'est fait. Et puis, dernière étape, donc de cette ville au nord de Lyon jusqu'à Paris en train. Par chance, on a eu notre train. Et là, grosse galère aussi de voyage, une Louise qui me fait 4 méga caca dans le train.
Bien sûr, je n'avais pas assez de change pour tout ça. Donc, elle a fini avec un body plein de caca et bref, c'était pas très drôle avec tous les passagers du wagon qui me regardent et qui se disent mais c'est dégueulasse. Pardon, excusez-moi pour les gros mots, mais ça pue. Enfin bon, bref, voilà quoi, la honte de la maman toujours. Et puis bien sûr, c'était à genre un quart d'heure de l'arrivée, donc gros stress de re-impacter tout, être prête pour arriver à Paris. Et là, à Paris, moi, je voulais prendre un taxi pour aller chez ma sœur qui habite à Vincennes. Sauf que Uber, impossible parce que gilet jaune et donc les Uber étaient complètement dévalisés. Plus de taxi, plus rien. Du coup, je voulais prendre le métro, mais je trouvais plus l'entrée du métro. C'était le soir, j'étais crevée, Louise pleurait. Enfin bon, c'est toujours ces moments qui sont hyper stressants et où on n'arrive plus à réfléchir. Au final, ça s'est fait. J'ai quand même trouvé un taxi parisien qui m'a coûté un demi-bras. Mais voilà, je suis arrivée à Vincennes et le lendemain matin, on reprenait un taxi pour aller prendre notre dernier avion pour rentrer à Washington. Et donc là, c'était la fin. Donc j'étais prête à tout. Je me suis dit, on dort pas, c'est pas grave. 6 ou 8 heures de vol, je sais plus trop. C'est pas grave, ça se fait. Dans quelques heures, on retrouve papa. Je lui mets la gamine dans les bras et je vais me coucher. Honnêtement, presque 3 ans plus tard, enfin 2 ans et demi plus tard, j'en garde juste un excellent souvenir en fait de ce voyage. C'est ça qui est fou. C'est que sur le coup, je sais que Guilhem me rappelait, mais attends, tu m'envoyais des messages tous les jours en disant que t'en pouvais plus, que c'était horrible et tout. Et aujourd'hui, je me dis juste, mais non, c'était juste une expérience de fou en fait. Ça m'a vachement appris à relativiser, à trouver des solutions. Ça m'a aussi fait comprendre que même si c'est galère, ça se fait et que du coup, après coup, on n'en garde que les bons souvenirs. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait toute seule avec Louise, ce Tour de France, même si c'était très très fatigant. Clairement, l'année suivante, je l'ai fait avec Guilhem, effectivement, à 2 parents. Il n'y a pas photo, c'est vachement plus reposant. Notamment un papa qui porte les bagages et une maman qui porte que l'enfant ou des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, quand on part en voyage avec des enfants en bas âge, je sais pas encore avec des enfants plus grands puisque mes filles ne sont pas encore très grandes, mais quand on part en voyage avec des enfants en bas âge, faut juste s'attendre effectivement à ce que tout ne se passera pas comme prévu. Il y aura des aléas. D'ailleurs, même quand on part en voyage sans enfants, il y aura clairement quasiment à chaque fois des aléas. Mais c'est que du bonheur, c'est que des souvenirs et les péripéties, c'est ça qui fait qu'on se souvient des voyages parce qu'après on en rigole et je pense que s'il se passait rien d'un peu atypique dans un voyage, ça aurait beaucoup moins de saveur. Voilà. J'espère que ce petit récit de voyage vous aura motivé à le faire. Et puis nous, il nous tarde de repartir dans quelques semaines, enfin quelques mois, de nouveau en France. Plus petit tour de France parce qu'on fera le tour de Bretagne cette fois. Et voilà. Merci beaucoup Amélie. Franchement, voyage de 3 semaines seule avec bébé, je pense que t'es une super-héros. D'ailleurs, je la trouve super gentille parce qu'à sa place et dans sa situation, je pense que j'aurais dit à tout le monde que bon, s'ils veulent me voir, qu'ils viennent. Je vais pas vers eux. Mais je dois être certainement plus individualiste qu'elle, mais bref, c'est pas le sujet. Je vous propose qu'on poursuive après les gilets jaunes sur la pandémie mondiale avec le témoignage de Lauriane. Bonjour, je m'appelle Lauriane Torres-Ducène, je vis à Londres depuis un petit bout de temps et puis donc nous avons fait un voyage avec toute ma famille, dont mon mari, mes deux petits garçons, Elliot et Félix, au moment de Noël pour aller voir donc toute notre famille, d'abord en France et puis ensuite en Belgique. J'avoue que d'aller voir ma grand-mère que j'avais pas vue depuis 2 ans, j'étais assez excitée et nerveuse en même temps. Elle a 95 ans, donc j'avais un peu peur qu'elle parte sans que je puisse lui dire au revoir. Donc c'était très bien que je puisse aller la voir. Mais c'était un long voyage du coup, puisqu'on est parti depuis Londres et on a fait un grand tour de France pour pouvoir aller d'abord chez ma grand-mère à Bordeaux et ensuite jusqu'à Montpellier voir ma mère pour passer les fêtes de fin d'année. Et à la fin, on devait aller en Belgique voir la famille de mon mari, du coup. Le voyage en lui-même a duré environ 15 heures, la partie pour aller jusqu'à Bordeaux. Et il a fallu encore 5 heures donc pour atteindre notre destination de Montpellier. Donc en tout à peu près 20 heures.
Donc quand nous sommes partis pour la période des fêtes de 2021, c'était un peu compliqué pour voyager entre la France et l'Angleterre puisque chacun y allait de leur côté pour... on le sait bien, pas pour nous casser les pieds, mais enfin bon, on y pensait fortement quand même, qu'il fallait amener plein de tests qui changeaient au niveau de temps de validité. Enfin, c'était très 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 stressant. Et le fait est qu'on a du coup dû changer nos réservations à la dernière minute, puisqu'on a eu très peur de ne pas pouvoir voyager. Donc ça a provoqué beaucoup de stress, en plus de faire un très grand voyage avec les enfants jeunes, mes 2 enfants, donc un qui a 7 ans et l'autre qui a 5 ans. Donc ça a été assez compliqué. Bon, on a changé nos billets donc de mardi pour le samedi avant. Tellement stressé que bon, on a pris la voiture avec les enfants, on n'avait même pas mangé, on est parti, ça a bien roulé. Une fois qu'on est arrivé à l'Eurotunnel, c'était une queue pas possible parce qu'en fait, d'habitude, ils nous donnent un petit cintre en nous disant voilà, vous voulez monter sur le train avant. Et là, cette fois-ci, on a bien vu que c'était différent puisqu'on nous a pas donné de petit cintre. On nous a fait directement à la zone donc de douane en nous disant il faut aller montrer vos petits tests comme quoi ça a bien été fait, qu'ils sont bien conformes. Donc on rentre dans l'espace donc de l'Eurotunnel et avec les enfants, parce qu'on ne peut pas laisser tout ça dans la voiture. Et là, il y avait une queue monstrueuse qui nous a pris le tout pour montrer tous nos tests, nos papiers. Ça nous a pris 3 heures. On est resté 3 heures à l'Eurotunnel. Alors heureusement qu'on était parti en avance. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils nous donnaient donc l'heure du train. En fait, ils s'en fichaient un petit peu de l'heure qu'on avait réservée. Ils nous ont mis juste sur le premier train qui était disponible une fois qu'on avait montré tous nos papiers. Donc voilà, nous voilà partis. Du coup, on n'a rien fait d'autre. On n'a pas acheté à manger ou quoi que ce soit. On s'est dit bon, on mangera en arrivant sur place. Et puis bon, pris dans l'excitation, dans le mouvement, on est parti. Les enfants étaient sages, bien qu'ils en avaient un peu marre quand même je pense que l'attente, surtout la queue. En plus, comme on était au moment du Covid, donc il fallait porter les masques. Les enfants en avaient marre, ils avaient chaud, ils voulaient aller partout, courir partout. Les 3 heures ont été très très longues. Donc ça a été dur après de les garder calmes dans la voiture à la douane, où là aussi on s'inquiétait pas mal ça qu'il n'y ait pas de problème, puisque je fais de nouveau une petite parenthèse sur la situation, mais les non-ressortissants français ne pouvaient pas, à moins d'un motif impérieux, voyager en France. Bon, mon mari est belge, mais on est mariés, donc on s'inquiétait pas trop pour ça. On s'est dit, on sait jamais. Des fois qu'il y a un douanier un peu zélé. Donc voilà. Et nous avons donc embarqué vers la douane, on est passé, et c'est vrai que ça a été très long. Surtout que pour le voyage, on n'a pas beaucoup d'activités pour les enfants, puisque le grand est malade en voiture, donc on évite tout ce qui est tablette, livres, snacks trop gras, trop riches, ce genre de choses. Donc ça rend les choses un peu limitées au niveau des activités dans la voiture. Mais bon, ils ont été patients, on a écouté la musique, on avait apporté donc leur musique favorite, on discute, ils parlent surtout beaucoup, des fois on les écoute pas trop parce que ça fait juste du bruit, surtout quand on est concentré passer au niveau de la douane, on les a pas trop écoutés, on faisait juste beaucoup faire ok. Et voilà, donc on est passé, on est arrivé donc le samedi soir, on est arrivé en France. On savait pas ce qu'allait nous attendre. On devait normalement se placer en quarantaine, mais on n'a pas très bien compris où et quand, comment. Donc on avait mis dans le doute, on avait mis notre destination d'arrivée. Et puis donc on est arrivé et on est allé directement on s'est lancé dans la conduite. On avait fait on avait organisé notre voyage avec des étapes, donc on a essayé de respecter plus ou moins les étapes. On s'est dit bon, les enfants n'étaient pas trop fatigués, on est arrivé vers 6-7 heures au niveau de Calais, donc on s'est dit on peut continuer et on peut pousser jusqu'à l'heure du dîner dans une aire d'autoroute, ligne de snow, qu'on puisse se manger, faire la toilette, leur faire la toilette et tout ça. Ça devrait les pousser jusqu'au moment où normalement ils se couchent en général. Donc c'est ce qu'on a fait. Et de là on a poussé donc jusqu'à... c'était à Rouen, donc on s'est arrêté à Rouen, première étape. Là, c'était important de trouver une bonne station, donc on a fini par en trouver une, on s'est arrêté. Et ce qu'on a fait, c'est que pour essayer vraiment de
gardé un rythme plus ou moins normal. On a fait le dîner, hop, lavage de dents, pyjama, et hop, on se met dans la voiture avec des petites couvertures, et on s'installe pour faire la nuit. Je pense que ce qui était bien, c'est que dans toute la préparation que j'avais faite avant, on avait préparé des petits sacs de toilettes où ils pouvaient se changer, se laver les dents, faire un brin de toilette en général, et avec des doudous et des pyjamas aussi prêts à l'emploi. Ça, y a pas eu besoin de chercher à la dernière minute le soir même. Donc ça, c'était la chose qu'on a préparée un peu en avance. Sinon, j'ai organisé, mais c'était difficile d'organiser à la minute près exactement ce qui allait se passer. Donc on s'est laissé quand même pas mal de flexibilité. Là, on a continué vers Le Mans et on a roulé, c'est mon mari qui a roulé. Les enfants s'étaient enfin endormis, ils ont eu un peu de mal, hein. On avait mis les histoires, ça aussi c'est un bon truc que j'ai trouvé finalement pour des enfants qui ne peuvent pas regarder des tablettes ou quoi que ce soit ou lire des livres. On avait mis un livre audio. Mon fils est fanat de Harry Potter, donc on avait mis un des livres d'Harry Potter dans la voiture. Et puis, au bout d'un moment, ils étaient un peu trop excités à écouter Harry Potter, donc finalement, on a arrêté, et puis on a mis un peu de musique juste en fond sonore, mais la musique calme. Et puis donc, ils sont dormis, on a pu continuer. Donc, arrivé sur Le Mans, ils dormaient, donc on a préféré ne pas faire de pause, où là, on devait changer normalement avec mon mari. De nouveau, on s'est un peu adapté, les enfants dormaient, donc du coup, il a continué, et il a poussé jusqu'à Tours. Et au niveau de Tours, entre Tours et Poitiers, on a changé et j'ai pris la route. Donc il était minuit, on commence à être un peu fatigué là. Et comme du coup, je savais l'entrée vers Bordeaux, c'est moi qui continuais. J'ai pas voulu m'arrêter, faire et rechanger encore jusqu'à Bordeaux. C'est moi qui continuais et ça a été un petit peu long, un petit peu dur parce que j'ai stretché vraiment là jusqu'à l'arrivée dans le nord de Bordeaux et ça a été un peu compliqué. Donc dans l'ensemble, on est arrivé à 3h du matin. C'était un petit peu risqué, peut-être qu'il aurait fallu faire un petit peu plus de pause. Mais c'est vrai que quand les enfants dorment, on n'a pas trop envie de les réveiller en fait. Donc voyager avec des enfants en bas âge, on va dire moins de 10 ans, c'est bien voyager de nuit parce que c'est clair que on a la paix. Mais c'est un peu risqué au niveau de la fatigue. C'est vrai qu'on a plus 20 ans. Mon mari et moi approchons de la quarantaine, donc forcément on était un peu fatigués et ça a été très très difficile. La nuit a été dure et on a pu se reposer après. Donc du coup on est resté 24 heures voir ma grand-mère et se reposer. Et puis le lundi matin, donc on a repris la route depuis Bordeaux jusqu'à Montpellier. Et là, on s'est dit 5 heures, c'était un peu long, mais les enfants allaient bien. De nouveau, on a mis la musique, les livres, donc ils s'étaient occupés, puis parlaient, et ils ont été super gentils, même si il y a des moments ils s'ennuyaient un petit peu. Ils se sont bien comportés. On a fait juste une pause pipi, mais à part ça a été tout droit jusqu'à Montpellier. Donc dans l'ensemble, on s'en est pas trop mal tiré. Comparaison entre le voyage où ils étaient endormis et puis le voyage Bordeaux-Montpellier où ils étaient donc bien réveillés juste après le petit déjeuner. Les deux étaient bien, les deux se valent, c'est-à-dire que sur 5 heures, c'est faisable, je pense, d'avoir les enfants réveillés, en forme, faut leur trouver des activités, donc chansons, livres et tout le reste, et jeux dans la voiture. Sinon, quand c'est des gros trajets, c'est bien de le couper avec une partie sur la nuit. Je pense que ça équilibre bien le tout pour rendre la chose plus facile et plus agréable pour tout le monde à côté de ça. Je pense qu'on va remettre ça. Sinon, est-ce qu'on va on va le refaire? Oui, certainement, parce que quand on voit le prix des billets d'avion ou de train pour une famille de 4, c'est clair que c'est cher. Et que finalement, la voiture nous coûte moins cher à 4. Donc oui, on remettra ça l'été prochain. Mais je pense qu'on va peut-être faire ça en 2 étapes. Je pense qu'on fera ça peut-être une partie la nuit, puisque ce sera de nouveau un long voyage pour revenir donc depuis le sud de la France jusqu'à l'Angleterre. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une étape aussi par la Belgique, par la famille de mon mari. Et ça aide aussi un peu à faire
plusieurs autres étapes. Mais le tout est de faire beaucoup de pauses. Je crois que c'est le secret et d'être flexible surtout. C'est, je crois, les deux points clés, étapes et plusieurs étapes et avoir beaucoup de flexibilité. Donc voilà. We'll be right back. You know you have a dream, and it's more than likely you go to bed each night feeling like you're no closer to achieving that dream. Because change feels hard, and sometimes it feels impossible. But what if it doesn't have to be? What if change could be easy? John C. Maxwell said, "You'll never change your life until you change something you do daily." And that is the power of habit. It's simple daily actions that make change easy. There's no more important skill than mastering the art of building habits. It is the secret to changing your life. And that's why every Habit Masters episode, we give you the tools to master the art of building habits and move you toward those dreams. I'm Jeff. I'm Sheldon. And we want you to know all the best of what we've learned about building habits. So join us on the Habit Masters podcast and start living your best life now. Merci beaucoup Lauriane. Étape et flexibilité. Ok. Mais elle a tout de même oublié un point majeur, voire aujourd'hui luxueux, l'essence. Comment on fait quand on conduit sur la réserve et qu'on ne trouve pas de station aux alentours ? Je vous propose d'écouter le témoignage de Jacqueline. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Jacqueline. Je vis au Kenya avec mon mari et nos 4 enfants. Plus précisément à 200 km au nord de la capitale, Nairobi, proche d'une ville qui s'appelle Nanyuki, une toute petite ville de 50 000 habitants. Et en fait, on habite dans le bush, comme on dit ici. On est situé à 2000 mètres d'altitude, au pied du mont Kenya, et on se trouve quasiment sur l'équateur. Plus précisément, à peu près 20 km au sud de l'équateur. Le mois dernier, on est allé sur la côte est, à Malindi. Le trajet en voiture, il a duré à peu près 10 heures, porte à porte, avec notre propre véhicule. Donc on était déjà allé sur la côte est, à Malindi, en fait, mais on était passé par le parc national du Tsavo, un parc un peu isolé et magnifique, mais qui ajoute à peu près 2 à 3 heures selon la vitesse au trajet total. Donc cette fois-ci, on avait envie de raccourcir un petit peu. Et on est passé par Garissa. C'est une ville proche de la Somalie et qui se trouve dans une zone réputée dangereuse. Parce que ces dernières années, elle a pas mal été sujette à des attaques terroristes. Mais bon, on a un ami qui fait souvent ce trajet et qui nous a donné plein d'informations, plein de conseils. Et pour lui, le problème principal, c'est surtout l'essence. Parce que sur les à peu près 550 derniers kilomètres, il n'y a plus aucune station. En fait, le mois dernier, le Kenya subissait une pénurie d'essence. Rien à voir avec le conflit Ukraine-Russie, mais c'est en fait à cause que le gouvernement kényan n'a pas payé les compagnies pétrolières depuis des mois, donc ils ont arrêté de fournir. Mais bon, malgré tout ça, on a quand même décidé de partir. La veille de notre départ, mon mari a fait 2 heures de queue pour faire le plein d'essence. Et donc on a décidé qu'on allait tenter, parce qu'il y avait quand même des rumeurs qui disaient que ça devait se stabiliser, surtout vers la côte. Alors on est parti avec mon mari, le conducteur en chef, Malik, notre aîné de 13 ans, les jumeaux Maceo Liam de 10 ans et Solal, le petit dernier, qui a fêté ses 3 ans pendant notre séjour à Malindi. On a un 4x4 de 7 places, un véhicule assez costaud. Et pour les longs trajets, en fait, on met tous les bagages sur la galerie et on relève tous les sièges arrière. Et du coup, on avait un grand espace où les enfants peuvent s'allonger, sur lequel on met des tapis de yoga, des oreillers. Évidemment, on charge l'ordi, la tablette, les téléphones et les liseuses pour occuper les enfants. Mais surtout, on part à 4 heures du matin.
Donc les enfants finissent leur nuit dans la voiture en général, et au réveil, quand ils se réveillent, on a déjà fait la moitié voire plus du trajet. Donc ça rend le trajet un peu plus supportable pour les enfants. Et donc voilà, le départ s'est bien passé, on a roulé, bien roulé, et puis on est arrivé à Mwingi, qui est cette dernière ville avant de bifurquer vers le sud, et dernière ville où il y a où on pouvait se ravitailler en essence. Alors là, on a fait 3 stations, 2 étaient fermées, une, on a quand même fait la queue pour finalement apprendre qu'il fallait s'inscrire. Enfin, c'était un peu bizarre, on n'a pas très bien compris. Et donc on est parti. Et puis là, on se disait, peut-être qu'il va falloir aller jusqu'à Garissa, qui était à une dizaine de kilomètres plus loin. Et finalement, on est tombé sur une petite station. Avant de faire la queue, je suis sortie pour aller demander s'il y avait de l'essence, et il y en avait. Et pendant que mon mari faisait le plein, je suis allée acheter 2 bidons juste à côté. Il y avait un vieux monsieur qui vendait des bidons vides d'huile de cuisson. Et donc, on voulait prendre des précautions, et j'ai acheté 2 bidons de 10 litres qu'on a remplis. Et on est parti. On a repris la route. Et là, l'objectif, c'est tracer, sans s'arrêter. Donc ça, c'était le 2e conseil de notre ami. Comme c'est que il a jamais eu de problème, mais comme c'est une zone réputée dangereuse, le mieux, c'est de ne pas s'arrêter, en fait. Alors, on est arrivé à destination. Le voyant essence, la réserve était allumée depuis 40 km. Donc, on est arrivé juste. Mais bon, on avait quand même on n'a pas utilisé les 2 bidons. Par contre, ils nous ont servi par la suite, parce que pendant on est resté 10 jours sur la côte, et pendant une semaine, il n'y avait pas d'essence. Donc c'était bien de les avoir. Le bilan, moi j'ai toujours aimé ce genre de road trip. J'en faisais avant d'avoir des enfants, et j'ai toujours dit que le fait d'avoir des enfants, ça m'empêcherait pas de continuer. Donc voilà, ça fait 13 ans que c'est comme ça, et puis on est très heureux. À refaire, oui, absolument. Quel changement j'apporterais ? La voiture, en fait. Parce que voilà, on n'a pas du tout une voiture fiable. C'est un vieux taco, même. Il est costaud, mais on tombe souvent en panne. Pour la petite histoire, je suis partie l'été dernier, aussi sur la côte, mais par contre au sud, plus au sud de Mombasa. Malindi, c'est au nord. Et c'était un trajet de 12 heures. Et on était 3 nanas avec 5 enfants. Il y avait mes 4 enfants plus une jeune fille de 12 ans. Et 2 heures avant d'arriver, le joint de culasse a pété. Donc on s'est retrouvés un petit peu au milieu de nulle part. Donc bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, je changerais bien de voiture, plus neuve et aussi plus spacieuse. Quelque chose de plus grand serait bienvenu. Et au niveau conseil, si j'avais des conseils à donner, je dirais que il faut bien se renseigner avant de partir pour ce genre de trajet, d'aventure, et recevoir des retours d'expérience. Je pense que c'est toujours bien, des retours, des expériences récentes, quoi. Des gens qui viennent de faire ou qui ont fait il y a pas longtemps, parce que ça change vite aussi. C'est vraiment un plus. Puis ça rassure aussi. Voilà. Merci d'avoir écouté. Merci Jacqueline. On te souhaite du coup que le Père Noël écoute cet épisode et qu'il, ou un autre d'ailleurs, puisse t'apporter une voiture plus grande et plus confortable pour bientôt. Mais est-ce que ça reste simple de voyager quand on ajoute le facteur confort avec des enfants ? Je vous laisse écouter le témoignage de Lubna pour l'occasion. Bonjour à tous, alors moi c'est Lou et je vous parle actuellement de France, du nord-est de la France, de Reims précisément. Et mon incroyable expérience de voyage remonte à l'été 2018.
Alors avec mes enfants, mes 3 jeunes enfants et mon mari, nous avions décidé de nous rendre au Maroc jusqu'à la ville de Casablanca en voiture. À l'époque, mes enfants avaient 1 an pour le plus jeune, 2 ans et 3 ans et demi. Donc des enfants en bas âge et d'âge très rapproché. Hein. Donc on savait que ça allait pas être évident. Mais voilà, c'est un voyage qui nous tenait à cœur de le faire au moins une fois. Alors pour cette traversée, nous devions anticiper et nous organiser un maximum parce que donc on a traversé la France donc tout en diagonale. Pareil pour l'Espagne, pour arriver jusqu'au détroit de Gibraltar, où cette fois on devait prendre un ferry pendant 2 heures pour enfin arriver au Maroc, où il y avait encore quelques heures de route, à peu près 4 heures, pour arriver jusqu'à Casablanca. C'est un voyage donc qui a duré en tout 2 jours, 2 jours de voiture à peu près, et qui fut très symbolique en fait pour moi, parce que ça me tenait à cœur, voilà, de le faire au moins une fois avec mes enfants, parce que moi-même étant jeune, je faisais cette traversée avec mes parents tous les ans, vraiment sans exception, parce que mes parents sont d'origine marocaine et donc ils faisaient cette traversée pour rentrer dans leur pays d'origine le temps d'un été, se ressourcer un petit peu, et j'en garde des merveilleux souvenirs. Ça a été des souvenirs d'enfance que je garderai toute ma vie, parce que c'était toute une ambiance, voilà, on rencontrait d'autres familles qui faisaient cette traversée comme nous. Parfois, je me souviens que je me liais d'amitié avec des enfants, je jouais quelques heures avec eux, mais voilà, c'était vraiment super. Donc maintenant que je suis maman, eh bien, je voulais aussi pouvoir transmettre ça, on va dire, à mes enfants, le faire au moins une fois, symboliquement. Donc ça me tenait à cœur de le faire au moins une fois. Donc pour ce voyage, juste pour revenir un petit peu à l'organisation, parce que c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Je reviendrai dessus peut-être sur la fin de cette histoire pour les conseils que je donnerai, mais les maîtres mots, c'est l'anticipation et l'organisation. Parce que là, il faut pas oublier que c'est pas un road trip, c'est vraiment que de la route pure et dure. C'est que de l'autoroute pratiquement. Donc on savait qu'on n'allait pas avoir de pharmacie ou de supermarché sur la route, juste des aires de repos. Donc il faut anticiper absolument tout, ce qui est nécessaire de voyage, et puis tout ce qui est médicaments, parce que il faut parer à l'imprévisible. Il fallait pouvoir aussi bien aménager la voiture. On avait la chance d'avoir une voiture qui nous offrait le confort nécessaire, notamment la climatisation, parce que l'Espagne l'été, eh bien c'est très aride comme temps, surtout que nous on traverse l'Espagne en plein milieu, donc on passe par les terres, on n'a pas d'air marin, on n'a rien, c'est un air très chaud, très lourd, très sec. Il fait pratiquement 45 degrés à l'ombre, c'est juste des grosses montagnes en paysage et des routes très sinueuses où ça monte, ça descend, il y a des virages tout le long. Donc c'est vraiment une route assez fatigante. Donc il faut vraiment anticiper notamment la route, c'est-à-dire que comme on savait que l'Espagne allait être très fatigante, on se reposait un maximum, on va dire la journée en aire de repos, et on préférait faire la route plutôt en fin de journée, voire la nuit. Donc au final, on n'a pas eu l'occasion ni, on va dire, l'envie de refaire ce voyage, parce que bon, c'était juste pour le faire symboliquement une fois. Mais comme on sait que l'avion, c'est juste 2 heures de temps pour arriver jusqu'au Maroc, eh bien c'est pas négligeable quand même, avec des enfants en bas âge. Donc on a préféré le refaire, mais en avion. Donc on savait que ça allait être la première et la dernière fois qu'on allait le faire en voiture.
Donc on a essayé d'en garder un maximum de souvenirs positifs, même si ça a été une traversée assez fatigante. Si jamais je devais le refaire, cette fois je le referais, mais plus en mode road trip. Je prendrais le temps, de séjourner dans des logements, de visiter les villes, d'aller plus vers la mer, de prendre le temps du voyage. Le faire en mode road trip, pourquoi pas pousser l'expérience jusqu'au bout en louant un camping-car par exemple aussi. Donc les conseils que je pourrais donner à des parents qui auraient l'idée de faire un voyage en voiture avec des enfants pour plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours, c'est d'anticiper un maximum, de s'organiser vraiment pour ne rien négliger. Et de le faire plus en mode détente, Faites un road trip, c'est beaucoup mieux que de faire un voyage rapide, express, comme nous on a pu le faire, et de pas négliger le confort du véhicule. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu. Merci Lou. C'est vrai que si on peut tirer 3 mots de tous ces voyages, c'est vraiment courage, flexibilité et anticipation. Je pense qu'on peut même rajouter le mot persévérance. Je vous propose qu'on écoute le dernier témoignage pour clôturer cette mini-série, celui de Laurie. Le voyage en question, c'était pour aller de Poznań, donc de là où on habite en Pologne, à Toulouse, dans la ville d'où je suis originaire dans le sud de la France, pour nos vacances estivales, aller voir la famille, les amis proches et passer du temps au soleil et au bord de la Méditerranée. Donc j'étais pas seule, je suis partie avec mon mari et mes 2 enfants. La durée du voyage de porte à porte, ça nous a pris environ 20 heures, peut-être 21 heures. Long voyage, mais pas désagréable, pour être honnête. Dans la voiture, donc les acteurs du voyage, dans la voiture il y avait donc, comme je l'ai dit, mon mari, moi-même, donc on était 2 conducteurs. Et nos 2 petits garçons, donc à l'époque Noah avait 6 ans et Léo 3 ans et demi. Et c'est pas vraiment le premier long voyage qu'on fait, puisqu'on avait déjà voyagé de l'Angleterre à la Pologne en voiture pour venir passer des vacances. On a déménagé avec notre voiture, donc on a aussi fait la route quand on a déménagé en Pologne. Donc c'est pas la première fois qu'ils font des longs voyages en voiture, mais là c'était le plus long et on appréhendait un petit peu parce qu'on savait pas trop comment ils allaient réagir. Est-ce qu'ils allaient pas être trop malades en voiture parce qu'on a parfois des épisodes, enfin voilà. Donc on était un petit peu inquiets. Et en fait ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir tard le soir, de façon à ce qu'on puisse faire un maximum de route au début quand nous on est frais en tant que conducteur, et puis aussi pendant que les enfants dorment surtout quoi. Voilà, donc on est parti de chez nous vers 21h à peu près, dû à l'excitement du départ, des vacances, tout ça. Les enfants se sont pas endormis avant 22h30, 23h. Donc c'était un dodo assez tardif, mais ils ont bien dormi pratiquement toute la nuit. Ils se sont presque pas réveillés, donc ce qui nous a permis de faire quand même pas mal de route pendant la nuit. On s'est aussi beaucoup arrêté pour boire un café, mettre de l'essence, aller aux toilettes, se rafraîchir, se reposer. Donc on a fait quand même un bon bout de route pendant la nuit. Mon mari a conduit pas mal au début et dès qu'il sentait qu'il commençait un petit peu à fatiguer, hop, on s'arrêtait tout de suite, on échangeait et en fait, pendant qu'il y en a un qui conduisait, l'autre dormait, ce qui nous a permis de quand même faire le voyage en une seule fois. Voilà, on n'a pas fait de pause. On a fait de petites pauses régulières, mais on n'a pas fait une longue pause pour la nuit dans un hôtel ou quelque chose comme ça. On l'a fait d'une traite. Le bilan est plutôt positif, ça s'est très bien passé, les enfants ont été vraiment super.
Nous, dans la voiture, on évite tout ce qui est tablette, livres, parce que ça les rend malades. Donc, c'est pour ça aussi qu'on appréhendait un petit peu. Mais en fait, ça s'est très très bien passé. Ils ont discuté, ils ont fait des siestes, on s'est arrêté, on avait fait des snacks un peu hors de l'ordinaire, avec des sucreries, des sandwichs. Donc, il y avait plein de trucs un petit peu à découvrir dans les sacs. Donc ça, c'était pas mal, ça les a bien occupés. Et oui, c'est vrai, comme je disais, ils faisaient des siestes, donc ils font plus de siestes depuis longtemps. Et c'est vrai que pendant le voyage, ils ont fait la sieste, donc c'était quand même pas mal. Et puis au bout d'un moment, on traversait les pays, donc on a fait des jeux couleur des voitures, ce genre de choses. Et puis il y a aussi quand même pas mal de paysages jolis à regarder, donc pas mal de discussions autour de ça pendant le voyage. Donc c'était très sympa, le bilan, donc comme je le disais, plutôt positif, tellement positif qu'on risque de refaire ça cet été pour le même voyage. Voilà. Merci et puis à bientôt. Ah, c'est quand même chouette de finir cette mini-série avec un dernier témoignage positif, non ? Bravo à eux en tout cas de s'être tapé 20 heures de voiture sans stop. Je vous l'avais dit, courage, flexibilité, anticipation et persévérance. Et voilà, cette mini-série doit déjà s'achever. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Merci encore à Amélie, Lauriane, Jacqueline, Lou et toutes les participantes qui ont eu la gentillesse de m'envoyer leurs tribulations en famille. Si tous ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à les proposer à votre entourage en les repartageant autour de vous. Ça nous aide à gagner en visibilité et puis ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. On vous souhaite aussi plein de jolis voyages en famille et on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!